Bonjour à tous. Je vous propose que l'on débute parce que j'ai l'impression que des gens s'interrogent à savoir si c'est normal qu'ils n'entendent rien. Donc, il vaut mieux que, du coup, on parle, ce qui permet effectivement de savoir que vous êtes bien connectés et que on débute ce webinaire consacré aux écoles supérieures de théâtre. Nous allons débuter sans attendre, sauf si Katharina souhaite dire un mot, mais sinon on va débuter tout de suite par Dunyemu Bouroubou, qui est donc responsable de la comédie, de l'école de la comédie de Saint-Étienne, pour qu'elle puisse présenter son école. Et je vous propose que après chaque école, on prenne un temps de questions, si vous avez des questions à poser, puisque tous nos intervenants ne se resteront pas jusqu'au bout. Donc, il vaut mieux que vous posiez vos questions tout de suite pour qu'ils puissent vous répondre avant de partir. Vous poserez vos questions par le fil Q et R. Et donc, on les verra et on pourra les relayer avec Katharina Salder, qui est également avec moi pour animer cette séance. Et je passe la parole à Denis. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je ne vois personne, donc je ne sais pas trop à qui je m'adresse. En tout cas, merci pour cette invitation. Donc, j'ai la lourde tâche de commencer et je pense que de toute façon, il y a des choses qui vont se répéter aussi d'une école à une autre, puisque même si on a chacune nos spécificités, on a aussi quand même beaucoup de choses en commun. Donc moi, je suis la directrice des études de l'école de la comédie. L'école de la comédie, elle est située à Saint-Étienne. Et elle est installée dans un centre dramatique, dans un théâtre. C'est une des particularités de notre école. Je suis désolée, je vais être un peu accompagnée ce soir. J'ai un enfant qui va se mettre ici, merci. Donc c'est une des particularités de notre école, c'est d'être dans un centre dramatique. Cette école, aujourd'hui, elle accompagne deux promotions, donc on ne recrute pas tous les ans, on recrute maintenant une année sur deux. Nous, on a des promotions de 12 élèves et depuis cette année, on a une autre particularité, c'est qu'on a transformé l'école en centre de formation pour apprentis. Et donc, nos élèves en troisième année sont apprentis et donc ils sont à la fois à l'école et aussi dans des entreprises qui sont des centres dramatiques. Cette école, depuis maintenant plusieurs années, on a décidé que pour chacune des promotions, il y aurait un parrain ou une marraine qui accompagnerait le travail des élèves. C'est le seul artiste qui va les retrouver tout au long de leur scolarité. Donc aujourd'hui, les troisième années ont pour marraine Pauline Bureau et les premières années ont pour parrain Gérard Watkins. Euh, voilà, notre école, elle s'attache à plusieurs choses. Une des choses qui pour nous est très importante, c'est la question des nouveaux récits. On est très attentif, très sensible à ça. Quand je dis nouveaux récits, c'est de se dire que, excusez-moi, c'est qu'il y a d'autres, c'est des récits contemporains qu'il faut qu'ils arrivent, pardon, j'ai perdu mon fil, des nouveaux récits qui arrivent sur nos plateaux. Donc l'école, elle est très ouverte à la question, voilà, des diversités. C'est important pour nous, les diversités de parcours, les diversités des origines. Donc on est attentif à ça dans le recrutement des élèves et puis aussi dans les intervenants qui nous accompagnent. L'école aussi, elle est très sensible aux questions de transmission. On a, nous, au sein de l'école, un autre diplôme qui est le diplôme d'état de professeur de théâtre. Et pour nous, c'est important que les élèves, dès le début de leur scolarité, ils se frottent à ces questions-là, ils soient accompagnés sur la transmission de l'art théâtral. Donc c'est très présent dans la formation, c'est des choses qui arrivent dès la deuxième année et puis qui sont renforcées aussi par la présence dans le centre, la présence dans le CFA, pardon. Voilà, je peux vous raconter que l'école, ben, comme les autres écoles, elle se présente, on rentre dans cette école par un concours qui a lieu en trois tours. Le premier tour, c'est un tour vidéo, une épreuve vidéo, qui est une épreuve aujourd'hui des épreuves communes
avec l'ENSAT. Donc peut-être que Lionel pourra en dire quelques mots, c'est-à-dire que on a un jury qui est distinct. Voilà, chaque école a son jury, mais les épreuves qui sont demandées au premier tour sont les mêmes. Donc vous envoyez les deux mêmes vidéos pour chacune des écoles. Et puis ensuite, il y a un deuxième tour qui est en présentiel, qui est un tour un peu plus traditionnel sous la forme de scène. Et puis ensuite, il y a un troisième tour qui se fait sous la forme d'un stage probatoire où là, on invite une quarantaine de personnes à venir nous rejoindre. Voilà, peut-être que si jamais vous avez l'occasion pour voilà, vous rendre un peu compte de ce qu'est l'école, c'est important aussi d'aller faire un petit tour sur notre site internet. Il y a aussi sur ce site, vous trouverez notamment des documentaires. On documente beaucoup le travail qui est fait à l'école, le travail des ateliers d'interprétation. Et donc vous verrez les élèves travailler. Il y a notamment deux documentaires qui ont été faits. Un documentaire qui s'appelle Vasmarenzi, c'est des élèves qui sont sortis en 2020. Et puis un autre documentaire qui s'appelle Traversée avec les élèves qui sont sortis l'année dernière. Et c'est un atelier qui a été fait, qui a été pris en charge par Adama Diop, qui est comédien et metteur en scène. Et donc on voit tout le processus de création se faire. Et voilà, c'est intéressant, je pense, pour des jeunes gens qui ont envie de rentrer dans nos écoles pour savoir bah, comment ça se passe, voilà, et qu'est-ce qui les attend. Peut-être je peux dire, mais ça, je pense que voilà, toutes les écoles vous diront un peu la même chose, c'est que chez nous, il y a pas de professeur permanent. Il y a des gens qu'on retrouve régulièrement, notamment sur des choses un peu techniques, des fondamentaux, donc les professeurs qui travaillent la question de la voix, la question du mouvement. Et puis après, l'idée, c'est plutôt d'inviter des artistes. Alors en première année, on va plutôt être sur transmission de fondamentaux, donc les élèves ils rencontrent beaucoup de comédiens, comédiennes. Puis à partir de la deuxième année, il y a la question de la rencontre avec le public qui arrive. Et donc là, on va plutôt avoir tendance à inviter des gens qui sont porteurs de projets et ils vont proposer aux élèves une plongée dans leur univers artistique. Et puis voilà, ça va être un peu la même chose sur la troisième année avec cette particularité du centre de formation pour apprentis. Voilà ce que je peux dire rapidement sur notre école. Merci beaucoup, Duniemou, et je pense que c'était effectivement, j'ai affiché le lien vers le site, qui est effectivement très intéressant. Peut-être j'ai pas dit, pardon, mais je pense que mes Oui, collègues rebondiront aussi. Les écoles, elles sont diplômantes. Donc il y a un diplôme qu'on prépare au bout de 3 ans qui s'appelle le DNSPC, le Diplôme supérieur national professionnel de comédien. Voilà, et souvent les écoles, enfin toutes les écoles, peut-être spécificité de l'ENSAT, elles sont liées à des universités. Donc nos élèves, ils ont un double diplôme, ils ont une licence et puis ils ont le fameux DNSPC. et du coup, c'est avec quelle université que vous êtes en partenariat? Alors nous à Saint-Étienne, on a un partenariat avec l'UJM et l'École normale supérieure de Lyon. Et donc nos élèves, ils ont un cursus dans ces deux établissements qui est regroupé sur des semaines de formation. Euh, voilà. Katharina, tu voulais... Alors, peut-être aussi pour préciser, quelle est la moyenne d'âge à peu près des élèves candidates? Est-ce qu'il y en a beaucoup qui ont 18-19 ans ou ça se situe plutôt dans les 22 ans? Quelles sont les limites d'âge inférieures, supérieures? Alors, les écoles, on peut... Alors, enfin, notre école, parce que là aussi, il y a des spécificités d'une école à une autre. En tout cas, à l'école de la comédie, on peut euh, postuler présenter le concours entre 18 et 26 ans. 26 ans au moment du jour de la rentrée des classes. Après, on va dire que les élèves qui rentrent dans l'école ont plutôt en moyenne 21, 22 ans. Donc il arrive que des très jeunes gens sortant du bac rentrent dans nos écoles, mais c'est quand même assez rare. Et puis ce qu'il faut dire, c'est que les concours sont... Voilà, il y a beaucoup de gens qui se présentent au concours. Il y a peu de places, donc il faut être bien accompagné, il faut être bien préparé pour ces concours. Donc c'est important d'avoir une formation initiale en conservatoire qui soit une formation un peu solide
et qui permettent d'être accompagnés le mieux possible pour préparer les concours. Il y a justement une question sur les prérequis. Est-ce qu'il y a des prérequis? Est-ce qu'il y a des diplômes demandés? Et qu'est-ce qu'ont fait les personnes qui sont, qui intègrent en fait l'école? Qu'est-ce qu'ils ont fait avant? Pardon. Alors, il y a pas de, enfin, il y a un prérequis sur la formation, c'est-à-dire qu'on demande normalement à ce que les gens aient au moins une année de formation, une année de formation initiale. Euh, sur la question des diplômes, il n'y a pas de diplôme demandé. Euh, le bac n'est pas obligatoire. Si on n'a pas le bac, on peut passer dans des commissions de dérogation. Après, voilà, c'est toujours bien d'avoir le bac. Donc, je peux que vous encourager à aller au bout de votre parcours de lycée, mais bac, voilà, bac général, bac professionnel, enfin, tous les parcours sont les bienvenus dans nos écoles. Et puis après, bah, effectivement, nos élèves, ils ont des parcours très divers. Certains voilà, ont eu un parcours universitaire très solide, des études de lettres, l'ENS, puis d'autres ont eu d'autres parcours. Ils sont pas forcément passés par l'université. Ils ont pu, voilà, après le bac, arrêter leurs études et puis rentrer dans des conservatoires, se former de façon très intensive. Il n'y a pas vraiment de règles. Il y a juste la règle d'être, voilà, bien accompagné pour passer ces concours. Juste pour peut-être pour rebondir, donc une année de formation initiale, mais c'est quand même une formation initiale déjà un peu plus poussée. Enfin, un atelier de 3 heures dans la semaine, ça donne pas forcément les bases suffisantes. Oui, enfin, oui, c'est important de le dire. C'est des formations initiales un peu intensives. Donc là, on parle plutôt de formation dans les conservatoires très professionnelles, on va dire, et des choses qui sont plus autour de 25 heures par semaine, 35 heures par semaine, plutôt que des petits ateliers. Un petit mot peut-être de la classe préparatoire intégrée, Ouais. justement. Alors, à l'École de la Comédie, depuis 2014, on a mis en place un programme égalité des chances. Ça recoupe un peu ce que je disais, la question. Notre question à ce moment-là, c'était de se dire comment on fait pour que on puisse renouveler les récits, les origines des gens qui arrivent pour passer de nos concours. Et comme nos concours sont très sélectifs, et ben, il fallait aussi trouver des dispositifs pour accompagner des gens qui, voilà, peut-être avaient moins de possibilités, moins de facilités, notamment financières, pour se former en amont de ces écoles. Donc, on a mis en place un programme égalité des chances. Aujourd'hui, il en existe dans plein d'autres villes, à Bordeaux, à Limoges, voilà, pas à Colmar, pardon, à Mulhouse, à Paris. Et donc, l'idée, c'est d'accompagner dans cette classe préparatoire intégrée une dizaine de jeunes gens pendant une année. 10 mois, on les accompagne pour préparer les concours des écoles supérieures d'art dramatique. On les accompagne à la fois sur un volet pédagogique et sur un volet financier. Donc il y a des bourses et puis il y a une prise en charge des concours. C'est en général des dispositifs plutôt régionaux. Donc nous, notre dispositif, il est ouvert de façon prioritaire aux gens qui habitent en région Auvergne-Rhône-Alpes. Et c'est un peu comme ça dans chacune des régions. Mais voilà, et c'est un dispositif qui fonctionne un peu comme un conservatoire, en tout cas sur les questions de la préparation. Et vraiment, j'insiste là-dessus. Aujourd'hui, on a des très très bons conservatoires qui accompagnent très bien, enfin qui font un travail de préparation excellent. Il faut vraiment pas hésiter à se retourner vers les conservatoires de vos régions pour voir ce qui est proposé, parce que ça reste quand même pour nous des partenaires absolument essentiels dans le parcours de formation si on veut devenir comédien professionnel ou comédienne professionnelle. Oui, peut-être je prends juste la parole. Je ne vais pas expliquer plus en détail le système des CPES en conservatoire initiaux. Euh, Priorité quand même aux invités des écoles sup, mais je répondrai bien volontiers après à des questions sur ce réseau-là.
Merci Doniemou. Je propose que bon, s'il y a des questions, on les prendra, hein, mais sinon, on voit qu'il faut. Il y en a, on a une jeune candidate dont il va falloir aller s'occuper. C'est ça, Et donc, je suis désolée. non, mais il n'y a pas de souci. Et c'est avec plaisir qu'on la voit. Elle est un peu en avance quand même, hein, pour venir s'intéresser au sujet. Je veux Et bien. du coup, moi, ce que je propose, c'est qu'on passe la parole tout de suite, en fait, à Serge Tranvoy pour les SAD, donc également qui va pouvoir compléter et si on a une question après, on pourra vous les relayer de toute façon, Douniemou, hein, pas d'inquiétude, on vous les enverra par mail. Si par hasard, les questions n'ont pas été... Enfin voilà, s'il y a des questions sur lesquelles on ne peut pas répondre. Très bien. Merci beaucoup. Merci Merci beaucoup en tout pour cas d'avoir l'invitation. été là. Au revoir. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette invitation qui nous permet voilà, de donner des précisions sur nos écoles et nos cursus parce que c'est important, je pense, de pouvoir communiquer voilà, sur ces sujets. Donc, déjà dire donc il y a 12 écoles hein, supérieures d'art dramatique. On emploie souvent le mot national, mais c'est un petit peu fautif, je dirais, parce que c'est des écoles supérieures d'art dramatique. Voilà. Et donc, ces 12 écoles sont réunies, regroupées au sein d'une association qui s'appelle l'ANESAD, où on travaille en collaboration, à l'écoute, voilà, et de façon partagée entre nos différentes écoles. C'est important de dire ça parce qu'aujourd'hui, je dirais, il y a eu historiquement, il y avait une vision un peu pyramidale des écoles et aujourd'hui, je crois qu'on n'est vraiment plus du tout là-dedans. Toutes les écoles font un travail extraordinaire mais différents. Et je pense que ce qui est important pour les gens qui souhaitent candidater à nos écoles, c'est de connaître les projets des écoles, parce que chaque école a son projet. Et c'est très important voilà, de candidater en fonction d'un projet, en fonction d'une école particulière ou de quelques écoles particulières, plutôt que de s'épuiser, je dirais, dans une quête vaine de toutes les écoles. Voilà, savoir vraiment ce qu'on propose. Alors, à l'ESSAD, le projet, il est autour d'une notion qui est pour moi fondamentale, qui est celle de l'acteur-créateur. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, c'est une notion que j'ai élaborée quand j'étais moi-même acteur, metteur en scène. Pendant des années, j'ai fait de la mise en scène et avec mes comédiens, je travaillais en laboratoire entre chaque mise en scène parce que pour moi, j'étais convaincu que l'acteur n'était pas un interprète, n'était pas quelqu'un qui était un exécutant d'un metteur en scène, mais un artiste à part entière dans un processus de création. Et c'est vraiment ça que j'ai développé au sein de l'ESSAD. Donc, ça ne veut pas dire que tous les gens qui font la formation à l'ESSAD seront obligatoirement porteurs de projets metteurs en scène, mais quel que soit le projet où ils s'inscriront après professionnellement, qu'ils soient force de proposition, qu'ils soient totalement actifs et qu'ils aient un point de vue à la fois intelligent, critique sur la création à laquelle ils participent. Voilà, pour moi, c'est très important. Et en plus, ça donne à certains des opportunités après de créer leur propre projet. C'est une notion, en plus, je pense, qui est aujourd'hui encore plus probante avec le principe de création aujourd'hui, des jeunes compagnies, des collectifs, etc. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui a tout son sens. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans la formation? C'est que, ben, comme l'a dit Dunemu, mais ça, c'est toutes les écoles, je pense, ce ne sont pas des professeurs qui interviennent, à part, bon, peut-être pour les cours techniques en première année, deuxième année le matin, on a des cours de respiration, de danse, de phonation, de tai chi, etc., d'arts martiaux. Bon. Mais comment dire, le cœur de la formation, il est vraiment autour de laboratoires, d'ateliers de recherche, d'ateliers de création, avec des metteurs en scène invités. Et les SAD se revendiquent vraiment comme une école tournée vers la création, vers les nouvelles générations. Donc, les metteurs en scène qui viennent travailler à l'école sont vraiment des metteurs en scène qui sont très actifs sur les scènes actuelles, avec des vrais paris sur des jeunes gens, mais des paris très réussis. Par exemple, l'année dernière, c'est Elsa Grana qui a fait le projet de sortie et c'était un projet tout à fait probant qui est repris pendant un mois à la tempête là, en ce moment et c'est vraiment, voilà. Donc, je fais le pari sur
pourquoi je fais le pari sur ces jeunes créateurs? C'est parce que je pense aussi que c'est eux qui véhiculent, je dirais, les langages d'aujourd'hui, les langages scéniques d'aujourd'hui. Et puis, pour nos étudiants, c'est une des meilleures façons, après, d'être, je dirais, d'avoir des chances d'être engagés, puisqu'ils travaillent avec des gens de leur génération, avec qui ils vont établir un dialogue. Voilà. Donc ça, c'est une des données très importantes à l'ESSAD. L'autre chose, c'est de travailler, puisqu'on est à Paris, des locaux qui sont, comment dire, qui sont suffisants pour travailler, mais je dirais qu'ils ne sont pas, qui ne sont pas ceux de l'ENSAT ou ceux de. Donc, de travailler avec beaucoup de théâtres. Je travaille beaucoup de théâtres partenaires. Et beaucoup d'ateliers, justement, se font en résidence dans ces théâtres et bénéficient, je dirais, de la logistique technique de ces théâtres. Et donc, en deuxième et troisième année, quasiment tous les laboratoires, tous les ateliers de recherche avec les intervenants sont présentés dans des théâtres partenaires. On a un partenariat avec le Théâtre de la Cité internationale qui est carrément conventionnel, mais on travaille aussi avec les Plateaux Sauvages, avec le Théâtre Paris-Villette, le Théâtre 13, donc et beaucoup des théâtres d'émergence et justement qui suivent l'émergence et la création parce que ça a un sens, je dirais, justement par rapport au projet de l'école. L'autre axe, c'est de travailler vraiment en revendiquant de travailler sur la création contemporaine, de travailler sur les auteurs contemporains. Donc l'école est résolument tournée vers les écritures contemporaines. Donc il y a beaucoup d'auteurs qui viennent travailler à l'école, en atelier d'écriture, mais d'auteurs qui travaillent avec des metteurs en scène sur des projets, d'auteurs, voilà, metteurs en scène, Alexandra Badea, Amina Djina, etc. Donc beaucoup de gens qui sont venus travailler et qui écrivent parfois même souvent des pièces pour les acteurs dans un processus de création. Les laboratoires sont établis en fonction justement d'un projet, c'est-à-dire que je rencontre des artistes, moi, qui vont venir travailler à l'école, et c'est pas, je dirais, un système normatif comme ça de 4 ou 5 semaines, mais vraiment, en fonction d'un projet, on établit la logistique. Comme les intervenants peuvent venir 2, 3 semaines, travailler sur un processus d'écriture et revenir plus tard après le mettre en application au plateau. Donc voilà, c'est vraiment l'organisation en fonction d'un projet. Euh, que dire d'autre? Sur le concours, donc, nous, on avait un concours tous les ans depuis que j'étais directeur, même avant. Et puis, on va passer à 2 sur 3 pour nous donner plus de latitude, pour pouvoir diviser des promotions, pour pouvoir travailler autrement aussi. Donc, on n'a pas eu de concours cette année, on a fait une carence cette année, et on en a un l'année prochaine, on aura un après. Et après, ce sera 2 sur 3 comme le TNS ou comme le faisait Saint-Étienne avant. Voilà. Donc, le prochain concours va être modifié, c'est-à-dire que je veux sortir, comme beaucoup d'écoles l'ont fait d'ailleurs, du principe des scènes classiques, modernes. Je pense ce principe qui est assez obsolète et qui est historique, mais je pense, qui s'est un peu épuisé aujourd'hui. Donc, faire un premier tour aussi sur une sélection à partir de vidéos, de questionnaires, voilà. Et dès le deuxième tour, moi, d'essayer d'organiser un travail comment dire, de rencontre au plateau avec ceux qui seront passés au deuxième tour, et puis après un stage, c'est-à-dire sortir du principe de scène, du coup près des 3 minutes, pour avoir une vraie rencontre sur du temps long et du travail, parce que ça me paraît très important d'être dans le dialogue et dans le travail le plus vite possible. Donc, organiser ça dès le deuxième tour et puis avec un stage comme on le faisait au troisième tour. Voilà. Donc, c'est ce que je mettrai en place à partir de l'année prochaine. Il y aura des informations assez rapidement sur ce principe-là. C'est aussi une façon pour, comment dire, j'ai souvent, en discutant avec les professeurs des conservatoires, le fait qu'ils soient obligés de préparer pour les écoles tout un système de presque bachotage comme ça était parfois pénible pour eux parce que les empêchait de développer des projets. Là, il n'y aura plus à préparer des scènes, c'est-à-dire qu'il y aura un premier tour de sélection sur dossier et un deuxième tour où ils auront juste un texte à apprendre, ils seront au travail, il n'y aura plus de scènes à préparer. Voilà, donc je dégage aussi les professeurs de conservatoire de cette contrainte-là. Voilà. L'autre chose, donc, c'est de dire qu'il y a une chose très importante pour nous, c'est évidemment, Dionée m'en a parlé, la question de la diversité, la question de la parité, hein, donc à la fois parité des élèves, parité des intervenants. Je vous dis, tous les projets de sortie, les derniers projets de sortie des dernières années, c'était des jeunes femmes qui sont Elsa Grana, j'ai parlé il y avait le Birgit ensemble. Vraiment, je travaille vraiment avec dans ce souci de la parité et de la diversité. L'autre point très important pour nous, c'est la question évidemment de l'insertion.
On y travaille énormément de différentes façons. On a un fonds d'insertion, mais comme toutes les écoles, un équivalent JTN. On travaille, on les prépare à toutes sortes d'auditions. Il y a les centres dramatiques maintenant qui font les auditions, qui permettent aussi aux jeunes d'être intégrés. Et le principe de l'acteur-créateur leur donne aussi des outils pour s'inscrire en tant que créateur dans le paysage. Donc, et l'insertion est très probante. Je dirais vraiment, ces dernières années à l'école, j'en suis vraiment très, très heureux. Voilà. Ce que je peux dire peut-être rapidement, et s'il y a des questions, je peux évidemment compléter. Peut-être une question, je ne suis pas sûre d'avoir eu. Est-ce que le concours est tous les ans? Alors, c'était tous les ans, historiquement, et on est en train de changer. Et donc, on n'en a pas fait cette année, justement. Et à partir, donc maintenant, ce sera 2 sur 3. Donc l'année prochaine, j'en ai un, il y en a un l'année d'après. On fera 2 sur 3 maintenant. Pourquoi? Parce que je veux créer des spécialisations en troisième année, écriture, mise en scène, corps aussi, ça, dans le cursus. Donc pouvoir disposer aussi de diviser des groupes, pouvoir voilà, de travailler autrement dans les espaces qui nous sont alloués. Et puis que. Voilà, il y a beaucoup d'écoles, je trouve que voilà, 2 sur 3 c'est bien aussi, c'est une bonne respiration pour nous. Donc, voilà, on a modifié ça, euh, comme le TNS en fait, et comme Saint-Étienne, on sera à 2 sur 3 maintenant. Voilà. Et peut-être une autre précision. Alors, le premier tour, c'est sur dossier ou sur vidéo, ou c'est un dossier vidéo ou Ces dossiers, mais comme c'est Rennes qui a instauré ça il y a quelques années. ok. Finalement, ça nous a inspiré, ça a inspiré Saint-Étienne et l'ENSAD, mais Lionel en parlera mieux que moi, hein, je ne veux pas le. Voilà. Et donc, nous, c'est pareil, ce sera un dossier. Jusqu'à maintenant, on faisait scène, classique, moderne, la proposition personnelle et tout ça. Bon, on va changer, on va faire un dossier avec 2 vidéos, un dossier aussi de questions très précises, vraiment tout voilà, un dossier qui permet d'aller à la rencontre des personnalités et des sensibilités des candidats, et puis de garder, je dirais, de faire une première sélection, ensuite un deuxième tour où là je ferai travailler, mais sur une matinée, voilà, par groupe, et puis ensuite un stage à 40, comme on faisait avant, qui permet vraiment d'affiner le choix et de garder 12 candidats. Voilà, donc, mais c'est des grandes sélections, hein, du Mouladi, on part de 800, 900 jusqu'à 12. Bon, voilà, c'est des grosses sélections. Voilà. Et peut-être je profite pour poser la même question que je viens de poser à Doniemo aussi. Quel est alors les limites d'âge déjà officielles et puis aussi sur cette limite d'âge, quelle est la moyenne d'âge des élèves qui rentrent? Est-ce qu'il y en a beaucoup qui sont très jeunes ou est-ce qu'ils sont plus Alors, âgés? on a une règle plus précise apparemment qu'à Saint-Étienne, c'est-à-dire qu'il faut avoir minimum 10 heures de pratique hebdomadaire, hein, donc c'est un chiffre, on leur demande des attestations, etc. Et puis sur un an, donc il faut qu'ils aient une formation initiale. Donc voilà, donc les candidats qui passent le concours sont pas les gens qui ont fait, comment dire, une option théâtre au bac, hein, on les prend pas généralement parce qu'ils n'ont pas suffisamment d'heures de préparation. Donc c'est plutôt des gens qui ont fait des conservatoires, des CPES ou des écoles privées. Voilà. Et ils viennent de toute la France. Chaque année, les promotions sont composées de gens qui sont parisiens, mais pas seulement. Voilà, on a vraiment pardon, des promotions très composites et qui représentent vraiment tout le territoire, quoi. Et donc, ils ont plutôt plus de 20 ans. On en prend même des gens qui ont 25, 26 ans, ça arrive, hein. Bon, voilà. Donc, mais la moyenne d'âge, c'est plutôt 22, 23 ans sur une promotion, quoi, à l'entrée, hein. Voilà. Mais ça nous arrivait, voilà, il ne faut pas non plus fermer les portes, ça nous est arrivé des gens qui avaient fait, tout en étant scolarisés, une grande pratique amateur à 18 ans, qui avaient vraiment, voilà, qui étaient flamboyants, je dirais, donc, et qu'on a embarqué, ça arrive de temps en temps, mais c'est pas les profils, je dirais, les plus communs, voilà. Et Oui, après, donc, il y a, voilà, c'est 3 ans comme toutes les écoles. Et puis, ouais. donc,
avec aussi il y a une préparation au monde professionnel hein, dans nos écoles. Ils reçoivent vraiment tous les outils pour affronter après comment dire, que ce soit comment former une compagnie, que ce soit quelles sont les structures professionnelles, où on demande une subvention, c'est-à-dire comment on rentre dans ce métier, comment on s'y prépare. Ils font aussi, on fait de la caméra, on fait du casting, il y a une pluralité des approches, même si je parlais le cœur, c'est vraiment les ateliers de création. Ils font aussi du masque, ils font aussi du clown, ils font aussi de la caméra, ils font aussi. D'ailleurs, on leur offre aussi une pluralité des approches et des esthétiques. Ça, c'est très important aussi. Voilà. Alors, on a une question sur les 10 heures hebdomadaires. Est-ce que elles peuvent être obtenues en cumulant à la fois une pratique en conservatoire et une pratique d'école privée? Oui, bien sûr, oui, 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 oui. Mm. D'accord. Du coup, si c'est comme à Saint-Étienne, je suppose que l'école est adossée ou est en partenariat avec une université. Avec Paris 3, Euh, sans bonne nouvelle, exactement. On a double d'accord. diplôme aussi, hein, DNSPC et licence. Nous, c'est alors la chance, c'est que c'est les profs de Paris 3 qui viennent à l'école. Ils ne sont pas obligés de se perdre à l'université. Et c'est des cursus adaptés, c'est-à-dire qu'en arrivant, je voulais surtout pas que ce soit des cours un tout petit peu comme ça, généraux. Et donc, c'est vraiment des cours adaptés à la formation de l'acteur qui sont faits par des gens qui ont un lien avec le métier. Pierre Lesculien qui fait dramaturgie, il travaille en tant que dramaturge avec les compagnies. Celle qui fait, comment dire, l'analyse du théâtre, elle est aussi metteur en scène. Voilà. Claire Dupont qui fait toute la question sur l'administratif, elle dirige un théâtre. Bon, c'est des gens qui sont à l'université, mais qui ont un lien avec le monde professionnel. Donc, en fait, il y a pas de séparation. Voilà. Et donc, ils viennent alors, les cours sont plus importants en première année, et puis en deuxième, troisième année, c'est plus des stages d'ailleurs qui sont sur des temps circonscrits, voilà. Mm. Et pour moi, c'est très important la formation aussi théorique d'ailleurs, parce que c'est vraiment un complément. Mais comme disait Dunimou, on a des gens qui rentrent équivalence, bon, pas beaucoup, qui rentrent juste avec le bac et des gens qui ont des masters. Voilà. Mais on les fait travailler ensemble, mais c'est intéressant aussi, cette mixité aussi, c'est intéressant aussi, voilà, les dialogues qu'il peut y avoir, quels que soient les parcours de formation. Et du coup, à l'ESSAD, vous êtes adossé enfin, vous êtes partie prenante du pôle sup Oui, c'est ça. Paris-Boulogne et du coup, Billancourt. Et donc, quels sont les liens en fait avec les musiciens et les danseurs? Donc oui, c'est les SAD, pour le dire administrativement, est donc inscrit dans le PSPPB, le pôle supérieur Paris-Boulogne-Billancourt. Elle existait avant, le pôle, mais en fait, quand elle est passée en école sup, il fallait s'adosser. À l'époque, on pouvait pas en association délivrer un diplôme d'État, donc elle est rentrée dans cette grande structure. Et donc, en fait, il y a des musiciens et des danseurs, donc c'est un pôle avec trois départements, trois disciplines, et on essaye de créer évidemment des liens. Là, on vient par exemple de faire un festival où il y avait une création sur 3 semaines avec les troisième années de l'ESSAD, des danseurs et des musiciens. Voilà, donc il y avait un travail. Donc évidemment, c'est une force supplémentaire aussi d'avoir la possibilité de travailler avec des gens dans une autre discipline, évidemment. Katharina, tu voulais poser une question, je crois. Alors oui, c'était peut-être par rapport à l'université. S'il y a des gens qui se présentent, qui ont déjà une licence, est-ce qu'elles ont la possibilité de valider ensuite un master aussi, ou est-ce que c'est trop compliqué dans l'emploi du temps, dans la charge que ça représente? On essaye évidemment, les gens, s'ils ont une licence, on leur fait pas repasser. Et donc, de toute façon, c'est pas possible, c'est pas légal. Et donc, on essaye évidemment de leur donner l'opportunité de continuer en master s'ils le souhaitent. Et on s'est déjà arrivé plusieurs fois. Donc, on leur dégage du temps pour qu'ils puissent, comment dire, faire leur master. Voilà. On a même eu quelqu'un qui était à l'ENS qui a pu continuer son travail à l'ENS. On a une fille actuellement qui a fait l'ENS et qui fait les. Bon, donc je dirais c'est du cas par cas, mais on s'adapte à chacun. On essaye évidemment. L'idée, c'est que chacun puisse se développer, c'est que chacun puisse continuer, voilà, et surtout pas se restreindre, et surtout pas, voilà. Donc évidemment. Voilà.
De même que je n'ai pas dit aussi, il y a aussi la possibilité de voyager à l'extérieur hein, par via Erasmus, etc. Donc on a aussi, nous on organise là, on vient de faire un projet avec la Roumanie et l'année prochaine on fait un projet avec l'Espagne. C'est toute une promo qui va travailler sur les deux pays, etc. Donc, mais il y a aussi possibilité de la mobilité individuelle euh, avec Erasmus au sein de l'école. Merci beaucoup. Je pense qu'on a fait, pour l'instant, en tout cas, on a un tour de la question qui est assez complet. Je pense que j'ai mis là aussi hein, le lien vers le site internet. Donc, le prochain rendez-vous, si on a bien compris, la période d'inscription pour la prochaine, le prochain concours, ce sera En septembre. à partir de septembre. Ouais, pour une clôture fin décembre et un concours donc qui voilà, on va expliquer les modalités bientôt. Là, il faut que je valide ça après avec les instances et PCA et tout ça. Mais voilà, dès que tout ça est réglé, les informations sur le nouveau concours apparaîtront. Voilà. D'accord. Il y a un système de portes ouvertes, pas du tout, ou il y a moyen, en Bon, fait, il faut s'inscrire, regarder sur le site si par exemple il y a des spectacles et puis ne pas hésiter à exactement. venir. Exactement. On fait pas de porte ouverte, mais les ateliers sont ouverts, les spectacles. En ce moment, je vous dis, là, le spectacle de fin d'études l'année dernière, il se joue pendant un mois à la Tempête. D'ailleurs, c'est plein de ça, c'est super. Donc, il y a possibilité vraiment de voir le travail des étudiants parce qu'il y a plein de manifestations publiques, quoi. Voilà. Et sur le site, évidemment, c'est annoncé. D'accord. Merci beaucoup, Serge. Et puis, Merci à vous. du coup, on va accueillir Alice Montagnier pour l'école supérieure du théâtre de l'Union, qui, comme son nom l'indique, est à Limoges. Oui, exactement. Donc, l'Estu, elle se situe pas tout à fait dans Limoges, mais un village à côté de Limoges. C'est la seule école des 12 écoles nationales qui est en milieu rural, donc dans le village de Saint-Priest-Orion. Donc, c'est un cadre d'apprentissage particulier puisque la promotion, on recrute une promotion tous les 3 ans qui est composée de 16 élèves et ils étudient pendant 3 ans dans cette grande maison. C'est une grande maison qui est aménagée avec plusieurs plateaux de théâtre. Et au cours de leur formation, ils sont en lien avec un deuxième cursus, qui est le cursus de la classe préparatoire intégrée. Donc nous, on a une spécificité sur notre classe préparatoire intégrée, c'est que c'est la seule classe préparatoire qui est tournée vers les territoires ultramarins. C'est-à-dire qu'on recrute 10 élèves tous les 2 qui sont issus de la Réunion, Mayotte, Polynésie, Guyane, Guadeloupe. Voilà. Donc les deux cursus se croisent et ça, c'est une donnée qui est importante. Voilà, le projet de l'école, donc c'est le projet d'une école monde. C'est un projet qui est porté par Aurélie Vandendal, qui est aussi la directrice du Centre dramatique de l'Union. Elle est également directrice de l'école. Donc c'est une école qui est rattachée à un centre dramatique, ça c'est une donnée aussi importante. Et c'est le projet d'une école monde, c'est-à-dire d'une école qui est ouverte à l'international avec des étudiants qui viennent d'un peu partout et un projet vraiment axé autour du vivant. C'est-à-dire il y a vraiment l'idée de rendre les élèves acteurs créateurs et de proposer une formation qui est vraiment en lien avec les problématiques traversées par la génération qui est présente pendant le cursus. Donc pour ça, on fait appel à différents intervenants sur des stages qui peuvent aller de 2 semaines à 4 semaines. C'est plutôt des stages longs. Et on fait intervenir toutes les disciplines. Donc, on a eu, par exemple, le collectif In Vitro, Julie Deliquet, Camille Trouvé sur de la marionnette, enfin voilà, Rebecca Chaillon sur de la performance. Mais l'idée, c'est que il y a vraiment aussi le travail sur l'écriture de plateau, sur la performance, qui fait vraiment partie de l'identité et du cursus et de la pédagogie qu'on défend. Voilà, c'est une promo donc toutes les 3 ans. Et si on devait décrire comment se déroulent ces 3 années d'apprentissage, on a une première année qui est d'abord concentrée sur des savoirs plus techniques et sur des stages longs. En deuxième année, on va développer ce qu'on appelle des projets d'exploration, c'est-à-dire qu'on va permettre des premières rencontres avec le public. C'est des projets de pré-professionnalisation où les étudiants vont être amenés à jouer devant des publics. Donc là, c'est le cas. On développe, par exemple, en ce moment, un gros projet qui s'appelle l'Équipé, où les étudiants vont jouer au plateau de stage
sont dirigés dans ce projet-là par Pauline Salle et c'est un projet qu'on reprendra au Théâtre de l'Union. Et ils sont dans des conditions voilà, de tournée, des conditions professionnelles, presque professionnelles. Voilà, on les accompagne là-dedans. Et ça, on multiplie ces temps de rencontre tout le long de la deuxième année. Là, par exemple, en ce moment, ils sont en train de faire des lectures dans le cadre d'un gros partenariat qu'on a avec le Festival des Francophonies, puisque la ville de Limoges, sa spécificité, c'est quand même ce festival emblématique qui a plus de 30 ans d'existence sur les écritures francophones. Donc là, ils réalisent tout un tas de lectures, y compris dans les établissements scolaires, enfin, à différents endroits. Ensuite, sur la troisième année de cursus, donc là a lieu le voyage et l'ouverture à l'international. Donc là, sur cette séquence-là, puisqu'on fonctionne pas par promotion, mais par séquence, cette 11e séquence qui est en cours chez nous, on a un gros projet avec la Roumanie d'échange entre deux universités. Et puis, il y a bien sûr l'enjeu du spectacle de sortie, qui est un gros enjeu, et l'accompagnement des projets personnels des étudiants. Il y a 4 projets personnels qui sont accompagnés, qui sont ensuite joués au Théâtre de l'Union et qui peuvent être ensuite portés en production derrière. Ça a été le cas sur la dernière séquence. Il y a un projet qui est vraiment rentré dans le répertoire, si je puis dire, du CDN, c'est-à-dire qui tourne en décentralisation et dans des lieux, voilà. Donc, il y a vraiment cette idée aussi que la force de cette école, c'est d'être adossé à un CDN et de pouvoir mettre au service des étudiants les forces de production, les forces des services techniques pour pouvoir accompagner les projets et donner de l'amplitude aux projets au-delà de l'école. Voilà pour la présentation. Notre prochain concours, il aura lieu en 25. Donc la période d'inscription administrative, elle se fait entre septembre et décembre, comme pas mal d'écoles. Et ensuite, il y a 3 tours. Un premier tour qui aura lieu en vidéo. Un second tour, on organise deux temps d'audition. Des auditions, une semaine qui a lieu à Limoges et puis une semaine à Paris. Et puis un troisième tour où là, on réunit une 50aine de candidats pour un stage qui a lieu à Limoges, dans le lieu, l'école, le lieu d'apprentissage. Voilà, sur le déroulé du concours. Voilà. Je sais pas s'il y a des questions. Je vois pas de questions qui arrivent, donc peut-être je vais préciser un peu là les questions que j'ai déjà posées aux collègues aussi. Alors, c'est quoi l'âge limite officiel et quel est l'âge à peu près moyen des élèves recrutés? Parce que là, j'ai l'impression que c'est pas une école qui recrute forcément des élèves très jeunes, mais qui demande quand même déjà peut-être une expérience de vie, un choix aussi de cette colloque théâtrale. Alors, c'est très, très ouvert là-dessus, puisque là, pour vous donner un ordre d'idée, sur la dernière séquence, on a un élève âgé de 30 ans parmi les 16 étudiants. Mais c'est pas forcément des gens âgés. Et puis, il y a des gens vraiment qui ont 23 ans qui sortent tout juste voilà, de formation initiale. Donc, c'est vraiment très ouvert là-dessus, sur les promotions. Et l'idée, ce qui est la force de cette école aussi, c'est qu'on constitue une troupe, un groupe. C'est-à-dire qu'on a une promotion de 16 élèves qui travaillent ensemble pendant 3 ans, qui vivent aussi ensemble, c'est-à-dire qu'ils doivent se véhiculer, organiser la vie aussi ensemble au sein de l'école. Donc, le retour qu'on a aussi en termes d'insertion de ces jeunes gens qui travaillent ensuite avec des CDN, avec d'autres lieux, c'est que ce sont des acteurs, des actrices qui ont été déjà confrontés à la question du collectif et à comment, au sein d'une équipe, on prend sa place, on fait collectif, on construit ensemble. Et ça, c'est vrai que c'est un retour partagé de plusieurs metteuses, metteurs en scène. Puisque du coup, il y a un accompagnement qui, je dirais, est presque individuel des élèves, puisqu'ils sont 16, on est une équipe de 5 permanents à l'école, donc il y a vraiment voilà, un accompagnement tout au long du cursus. D'accord. Moi, j'avais peut-être une question justement de précision. En fait, ils sont logés également sur place ou comment ça se passe en termes de vie étudiante? Alors, ils sont pas logés sur place, ils logent dans Limoges, dans des appartements dans Limoges, et puis ils se rendent à l'école tous les jours. Ils sont pas logés par l'école.
D'accord. Et du coup, il y a des transports, c'est facile, ils se débrouillent en fait entre eux, il y en a toujours qui conduisent. Exactement. On a un train qui fait la liaison Limoges-Saint-Priest-Orient, mais l'école met à disposition des véhicules, puisqu'on sait que les amplitudes horaires correspondent pas forcément aux horaires. Donc, du coup, il y a vraiment la mise à disposition de véhicules par l'école pour pouvoir faire les allers-retours. Et quid des étudiantes qui n'ont ni le permis, ni l'envie de passer le permis, et elles auront plus de difficultés à candidater à l'Union. Non, ça fait pas partie des prérequis. C'est vraiment voilà l'endroit du plateau qui nous intéresse. Mais on arrive toujours sur une promo de 16 étudiants à s'en sortir, avec 3-4 qui ont le permis. Ça dépend des promotions. Pour l'instant, on n'a jamais eu de cas où voilà, il y avait cette problématique-là, mais elle ne rentre pas en jeu dans les critères de sélection. Ça fait pas partie des critères de sélection du jury. Quelle est en fait cette particularité et ce lien en fait avec le rural? Du coup, est-ce, est-ce que vous développez cette accroche-là par rapport finalement au monde rural et à la possibilité de développer une offre spécifique tournée vers des lieux peut-être plus insolites et un public spécifique? Oui, je dirais qu'on est forcément confronté à des publics différents, mais ça passe vraiment par l'endroit de l'apprentissage, les tournées qu'on mène, les endroits d'exploration, les projets d'exploration. Forcément, la géographie, elle est importante là-dedans. Mais l'idée aussi, c'est que c'est pas parce qu'on est étudiant à Limoges qu'on peut pas jouer ailleurs, et on sait bien les enjeux de la visibilité des acteurs tristes sur des plateaux parisiens, sur des plateaux ailleurs aussi en France. Donc c'est pour ça que sur ces projets-là d'exploration, à chaque fois, il y a forcément des dates qui sont calées dans d'autres lieux pour permettre cette visibilité-là. Il n'y a pas l'idée, c'est pas du tout une école qui rayonne que de manière régionale. Il y a vraiment l'idée aussi que c'est pas parce qu'on est en milieu rural qu'on peut pas aussi faire du théâtre à Paris et jouer sur les scènes parisiennes et inversement. Mais du coup, c'est une formation, je dirais, assez complète parce qu'ils expérimentent à la fois les questions de décentralisation, les questions d'itinérance et aller à la rencontre des publics en milieu rural, et puis jouer à Paris au plateau sauvage, comme ça va être le cas pour l'équipé ou pour leur spectacle de sortie. Justement, on rajoute des cordes à leur arc, si je puis dire. Et donc, tu as parlé d'une élève qui a 30 ans dans la promo actuelle. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de limite d'âge officielle imposée. C'est une question d'alchimie de groupe, mais on peut se présenter à 30 ans, même plus. Oui, oui, on peut se présenter, ouais. C'est pas un prérequis. Et justement, est-ce qu'il y a un prérequis à l'entrée, en dehors justement hors âge? Quels sont les prérequis pour se présenter Alors, en termes d'expérience, j'allais dire? ben, c'est avoir une formation initiale en théâtre. Il peut s'agir voilà, d'une formation en conservatoire ou bien de cours privés. Et puis disposer du bac. Ça, c'est les deux prérequis. Et une formation initiale de combien enfin, une année, 2 années, et combien d'heures par semaine à peu près? Donc C'est un juste, atelier 3 semaines, 3 heures par semaine, c'est pas forcément suffisant. Il faut quand même une formation un peu plus poussée, ou est-ce que c'est oui, il faut possible? une formation plus poussée que 3 heures. C'est vraiment une formation dense, bah, type une formation de conservatoire où il y a vraiment une implication. Il y a une formation solide au départ. Ouais. Et c'est une année à minima, Oui, justifié d'une donc année de fin. une année suffisamment enfin, de formation initiale, on va dire, de conservatoire type, ou même en deuxième année, puisqu'en fait, même la première année, peut-être pas, et fait peut-être pas 10 heures, hein, Oui, quoique c'est c'est ça. déjà pas mal, C'est hein. ça. D'accord. Euh, mais merci en tout cas beaucoup, Alice. Je pense que on commence à avoir un peu comme ça, déjà deux, trois points de vue à des endroits différents.
Et c'est intéressant d'ailleurs parce que effectivement on a couvert déjà 3 endroits géographiquement et ça montre aussi qu'il existe des écoles supérieures de théâtre ailleurs qu'à Paris, bien sûr. Et on va boucler d'ailleurs le tour, j'allais dire, des non-parisiens avec une école qui est quand même, pour le coup, renommée. Et il y a Katharina qui a peut-être une question de plus. Alors, c'est pas Et vraiment puis une il y a une question. question dans Moi, le... Oui, j'ai une réponse, voilà, peut-être une réponse à la question dans le Q et R. Alors, c'est juste pour une question de terminologie, ce qu'on appelle la formation initiale en conservatoire. En fait, c'est pas forcément juste un atelier initiation âge collège, mais c'est vraiment déjà une formation. Voilà. Enfin, moi, justement, je travaille au CRR de Toulouse, qui est Mm. donc certes un grand conservatoire qui forme beaucoup de grands deux élèves, mais qui reste un conservatoire initial. Mais ça, c'est juste une question de terminologie et du ministère de la Culture. Donc, ça ne veut pas dire, c'est pas à mettre à égalité avec un atelier initiation quelque part. Donc, ça, c'est juste pour expliquer, pour répondre à cette question-là de Anne-Magali, c'est ça? c'est ça, Oui. de Anne Magali. Mais du coup, elle posait la question justement, est-ce que c'est pas déjà les 10 heures dont on parlait? Est-ce que c'est pas déjà plutôt un cycle 3, c'est-à-dire la troisième année finalement du cursus initial de conservatoire? Moi, j'ai pas forcément la réponse sur le nombre d'heures hebdomadaires d'un cursus initial. Euh, Alors moi, bon, je vais pas monopoliser la parole, mais la donner très vite à Lionel. Mais juste, voilà, c'est les cycles 1, c'est entre 3 et 6 heures. Après, c'est aussi des questions d'âge. Un cycle 1, c'est à partir de 15 ans, en règle générale. Et donc, parfois, c'est tout simplement aussi une question d'âge qu'on peut pas se présenter si on est en cycle 1, même si on a 6 heures par semaine ou même si c'est intensif, on n'aura juste pas encore l'âge requis pour postuler dans une école supérieure. et du coup, on va passer la parole à Lionel pour l'ENSAT. Donc, Bonsoir. cette fois-ci à Lyon. Oui, à Lyon. J'ai le privilège de clore. Juste pour préciser déjà une chose, contrairement à tous mes petits camarades de qui nous sommes très proches, la tutelle de l'ENSAT n'est pas le ministère de la Culture, mais l'enseignement supérieur. Ce qui a pour conséquence directe que l'ENSAT est une école de théâtre qui a été construite pour recevoir une école de théâtre, 10 000 mètres carrés de locaux, avec 2 salles de spectacle à l'intérieur de l'école, ce qui nous permet d'organiser 14 créations par an. Euh, et ça, c'est la première chose que je dirais. Le projet d'établissement, bah, comme tous les autres, c'est peut-être ce qu'on a oublié de dire, c'est d'abord de former des artistes. Et avant tout, l'ENSAT se distingue peut-être au-delà de sa longévité depuis 80 ans sur deux jambes, deux axes précis. Le premier, c'est la transversalité, puisque l'ENSAT ne forme pas que des actrices, pas que des comédiens et des comédiennes, mais c'est 10 diplômes de formation du théâtre vivant, du spectacle vivant en général, les auteurs et autrices, les metteurs en scène et metteurs en scène, la scénographie, le son, la lumière, la direction technique, et évidemment les costumes avec 2 diplômes, un atelier costume et une conception costume. Donc les promos sont évidemment beaucoup plus importantes. On a à peu près le même nombre d'actrices que les autres, puisqu'on est à 12, 6 filles, 6 garçons, mais une promo à l'ENSAT, c'est quasiment 60 étudiants, puisque certains sont en scéno, en son, etc., etc. Ce qui évidemment nous permet d'être dans une complétude de création de spectacles, ce qui explique pourquoi ben voilà, on crée énormément et l'ENSAT est une véritable fabrique de théâtre aujourd'hui. Ça, c'est la première chose. L'autre axe de développement, c'est évidemment l'international, ce qui nous tient énormément à cœur. Ça fait déjà plusieurs années que nous développons cela. S'il y a des créations qui se font à l'ENSAT, il y en a aussi qui se font à l'étranger. Actuellement, les étudiants en troisième année sont dans une tournée en Inde et au Pakistan. C'est-à-dire que nous projetons des acteurs, des actrices, mais aussi des concepteurs, son, lumière, etc., etc., très au-delà de nos frontières. En septembre, c'était le Japon, puisqu'ils ont participé, ils ont fait une création
à l'université de Toyooka au Japon, et ils sont ensuite venus la jouer en France. Et là, c'est un petit peu l'inverse. On a créé avec des Indiens donc la pièce Heroes, qui est sur notre site aussi, en septembre à l'ENSAT, et elle est jouée actuellement en Inde en tournée. Donc voilà, ça c'est les deux grands axes du projet de l'ENSAT. C'est la transversalité évidemment, qui va de soi avec tous les métiers, et ensuite l'international. Le cursus, bah, c'est d'abord évidemment une licence de 3 ans, une licence qui est appuyée sur l'Université de Lyon 3, puisque malgré le fait que nous soyons un établissement de l'enseignement supérieur, seule l'université a le droit de délivrer des licences. Donc nous la délivrons avec Lyon 3 et évidemment avec le diplôme d'acteur, comme exactement le même que nos camarades. L'ENSAT, donc vous l'avez dit, c'est à Lyon, c'est sur un campus, tout simplement au niveau de la qualité de vie, on est très très proche de nos camarades de l'université. Donc l'ENSAT se trouve sur un campus avec la cité universitaire à côté. Ça c'est pour la partie, je dirais, qualité de vie, vie étudiante, qui évidemment est très forte à Lyon. On manque un peu de ruralité par contre. Des fois, je pense que j'en vis moche parfois. Voilà, mais ça c'est très personnel. Sur l'organe des cours, alors on n'a pas réinventé la roue. Et là, vous allez entendre exactement ce qu'ont dit mes camarades précédemment. C'est-à-dire que la première année, évidemment, c'est une reprise des fondamentaux, la voix, le chant, la danse, le mouvement scénique. Euh, Sachant que très tôt, il y a la transversalité qui rentre en jeu. Il y a aussi un aspect recherche qui est très fort chez nous, mais qui se fait avec les autres. C'est-à-dire que dès la première année, il y a ce qu'on appelle les ateliers expérimentaux, c'est-à-dire que pendant une semaine, on travaille tout de suite avec l'ensemble des autres corps de métier pour arriver à un rendu expérimental de recherche, et qui se clôt ensuite en troisième année avec un certain nombre de rendus qui jalonnent comme ça soigneusement les 3 années. La deuxième année pour les actrices, il y a évidemment beaucoup de modules avec la rencontre avec les artistes, exactement comme je pense tous mes petits camarades. Là aussi, c'est une volonté. On fait venir les artistes. Alors, il y a des profs permanents à l'ENSAT qui sont là à l'année. Ce sont souvent ceux qui choisissent les fondamentaux. Et puis aussi, nous, les permanents, qui gérons l'ensemble du site. Mais à côté de ça, il y a évidemment beaucoup d'artistes qui viennent. Des artistes, vous l'aurez compris, et on insiste là-dessus, français, mais aussi énormément internationaux. Puisqu'encore une fois, la volonté, c'est de rencontrer toutes les formes théâtrales possibles et imaginables. Et donc, on fait venir des gens du monde entier, tout simplement. Euh, les prérequis pour entrer à l'ENSAT, c'est le bac. Là aussi, il peut y avoir une commission de dérogation, surtout les 2 années de pratique théâtrale. Alors évidemment, on va redire la même chose en CRR, parfois en cours privé, il ne faut pas les oublier, sachant que les cours privés, on ne va pas rentrer dans le débat, c'est compliqué, c'est-à-dire que vous avez des cours privés de très grande qualité, d'autres de moins de qualité. Souvent, je dis moi, pour repérer, pour aider les candidats qui sont dans cette recherche-là, qui sont souvent un peu perdus par rapport à ça, on va forcément, nous, en tant qu'établissement public, forcément, et en tant qu'orientateur, parce que c'est notre responsabilité, diriger les étudiantes et les étudiantes vers les CRR, parce qu'on a une garantie de formation publique qui est absolument capitale. Voilà. Pour les cours privés, pour ceux qui sont un peu perdus dans cette jungle, euh, il y a plusieurs choses qu'on peut dire. Quelques mots, souvent, je dis souvent ça sur les orientations. Les gens qui travaillent bien, ils sont fiers de ce qu'ils font. Donc, ils le montrent. Donc, il y a des spectacles. Donc, il y a des portes ouvertes. On peut accéder à des cours. On peut, avant même de s'inscrire, voir comment se passent les cours. Ça, c'est déjà un très, très bon signe. Et je dis souvent aussi, c'est le nombre. Quand vous êtes 40 dans la classe, quand vous savez qu'on apprend ce métier en écoutant les autres, mais aussi à un moment en passant au plateau, si vous faites à peu près 6 heures par jour de cours et que vous êtes 40 dans la classe, vous allez compter le nombre de minutes que vous passez au plateau de manière hebdomadaire. Ça, c'est un excellent repère mathématique euh, pour savoir combien de temps on va passer, combien de pratiques on va avoir. Ça, c'est précieux. Voilà. Et ça vous expliquera pourquoi nos classes, évidemment, sont réduites, à nous, les nôtres. Évidemment, parce qu'à un moment, la pratique, elle est absolument essentielle. Je vous ai dit 2 années requises. Âge minimum 18 ans le jour de la rentrée. C'est extrêmement important. Nous ne prenons pas de mineurs. Il faut être majeur le jour de la rentrée. C'est capital. Voilà, ça c'est l'obligation. Il n'y a pas de limite d'âge vers le haut. C'est quelque chose que nous avions il y a encore 4-5 ans. On l'a fait sauter. Ça ne veut pas dire qu'on a des personnes plus âgées qui viennent au concours, mais c'était une chose qu'on voulait s'offrir et avoir la possibilité d'avoir des gens un peu plus âgés. C'est pas quelque chose qu'on a forcément pour l'instant vu lors des concours, mais voilà, il y en a la possibilité en tout cas. L'âge moyen, on est sur des jeunes qui ont entre 21 et 23 ans. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'autorise pas certains qui sont plus jeunes. Chaque année, on a des gens qui ont 18, 19 ans.
qui rentrent, qui ont déjà pratiqué énormément de théâtre dans leur vie, qui ont déjà les 2 ans de pratique et qui donc peuvent justifier. Mais c'est pas les principaux, c'est pas ceux qu'on va retenir en premier. On est plutôt sur des âges de 21, 23 ans. Le concours, vous l'avez entendu déjà avec Saint-Étienne, vous l'avez entendu, c'est exactement comme mes petits camarades. Nous avons une période d'inscription qui est courte, qui va de début novembre à début décembre, avec 3 tours, on va dire ça comme ça. Avec le premier tour en vidéo, vous avez entendu, qui est partagé avec Saint-Étienne. Le partage, c'est pas du copinage, hein, c'est en fait plutôt, ça permet aux étudiants en fait de pas reproduire 10 000 fois la même chose, alors que nous on va chercher la même chose. Donc ça leur permet d'avoir une plateforme dans laquelle on va s'échanger les vidéos et ils sont retenus éventuellement au deuxième tour, éventuellement dans les 2 structures. Ça ne gêne absolument pas parce que le deuxième tour, c'est évidemment la des auditions, tout à fait traditionnelle, beaucoup plus traditionnelle que la vidéo. Et le troisième tour est un stage de 5 jours. Là aussi, c'est très pyramidal dans le choix. On parle en effet de 900 ou 1000 candidats selon les années et on arrive à 12. Donc c'est évidemment sélectif, mais néanmoins on peut tenter le concours tant de fois qu'on le veut, ça on le souhaite, ça c'est la première chose, il n'y a pas de limite. C'est pas le cas dans toutes les écoles, regardez bien, je pense notamment au cons où c'est 3 fois maximum si je me souviens bien. Voilà, nous c'est aussi souvent qu'on le souhaite. Voilà, qu'est-ce que je peux vous rajouter d'autre? Non, je ne sais pas, il me semble avoir fait le tour de la présentation, de ce qui était en tout cas ce qui me venait à l'esprit. Si vous avez des questions, des choses à rebondir, n'hésitez pas. Du coup, je vais peut-être poser la question à Alice parce qu'on ne lui avait pas posé la question, savoir justement à quelle université, on revient un petit peu dans le monde rural, hein, temporairement, avec quelle université en fait ça fonctionne et ça fonctionne aussi avec une université justement ou pas? Oui, avec l'université de Limoges, tout à fait, en arts et lettres, cursus arts et lettres, et ils ont voilà la sortie, comme pour Saint-Étienne, comme pour l'ENSAT, la licence, la sortie du cursus. C'est l'université qui est d'arts et lettres de Limoges. Et contrairement à ce qui a pu être dit, on peut faire une double licence, hein. C'est-à-dire, c'est pas illégal, hein. C'est-à-dire qu'il y a des étudiants qui peuvent avoir 2 licences, ça ne pose aucun problème, hein. Il faut Oui, qu'elles soient oui, différentes. Voilà. Il faut qu'elles soient différentes, mais on peut avoir 2 licences. Ça pose pas de problème du tout. On a justement une question. Est-ce qu'on peut rentrer à l'ENSAT en ayant déjà une licence, Oui, absolument. voire Absolument. plus? Voire plus, voire plus. Faut savoir que la licence, enfin la licence que nous donnons aux actrices, c'est le seul sur les 10 diplômes tels que l'ENSAT, c'est la seule, puisque les autres sont des masters d'ailleurs. Puisque tous ceux qui sont en scénographie, mise en scène, écriture dramatique, etc., sortent plutôt en master. Donc là, on recrute sur les masters, je n'ai pas parlé des autres formations, mais vite fait quand même pour ceux que ça pourrait intéresser, on recrute à partir de 120 crédits ECTS. Voilà, et là, on a accès au concours avec 120 crédits ECTS. Voilà, donc là, c'est des masters que nous formons. Donc oui, on peut avoir des licences, bien sûr. On a des gens qui viennent d'absolument tous les horizons. Il n'y a pas de, et je crois que c'est le cas pour aucun d'entre nous, d'ailleurs, aucune de nos écoles, enfin en tout cas de ce que j'entends moi quand je rencontre tes collègues. Contrairement à ce qu'on pourrait parler, il n'y a pas de candidat type. On recherche avant tout à un moment des artistes qui sur un plateau et des potentiels. Et c'est surtout ce que recherchent les jurys, c'est des potentiels. Donc en fait, l'endroit d'où vous venez en soi, c'est intéressant parce que c'est bien que vous ayez une pratique, ça c'est important pour vous, mais en soi, tous les horizons sont ouverts. Il y a pas de, c'est les écoles, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les écoles nationales de formation de l'acteur sont pas du tout sélectives d'un point de vue des cursus précédents. Après, elles sont sélectives sur les auditions, mais après, on est très ouvert sur les parcours qui précèdent. Au contraire, et les parcours atypiques sont pas forcément rejetés. Ils peuvent même apporter des choses très intéressantes dans un groupe, donc c'est des choses qu'on va regarder. Katharina, tu avais une question éventuellement Je ne crois pas, ou sinon je l'ai oublié, mais bon, voilà, je pense que là, Ah, d'accord. Lionel, il a déjà Moi, très j'avais. répondu à toutes les questions que j'aurais sinon sorties, donc c'est C'est assez. l'avantage de passer en dernier. On les a Oui, entendus à oui, fond. il a Et bien oui. écouté. Mais moi, j'avais une question parce que j'ai entendu la semaine dernière, en fait, on avait vos collègues du CNSM Oui, de Lyon de Lyon. et qui justement nous ont présenté pas mal de choses qui font en commun en fait avec vous. Vous avez des moments justement là aussi, ce qui permet une transversalité avec les danseurs et les musiciens. Quand on touche à la transversalité, on ne peut plus l'arrêter.
C'est souvent notre. Voilà, ça c'est une réalité. Et oui, alors on travaille énormément avec le CNSMD, d'abord parce que nous sommes très proches. On travaille beaucoup avec les Beaux-Arts aussi de Lyon, faut le savoir, et l'école d'archi de Lyon. Donc on a beaucoup oui, de ponts vers les autres écoles et vers les autres disciplines. Alors le CNSMD, c'est d'autant plus facile que nous sommes quasiment voisins, puisqu'on est à quelques encablures l'un de l'autre. Nous, on est juste un peu plus haut sur la colline et eux sont en bas. Mais sinon, donc en fait, nous, on va plus vite chez eux parce qu'on descend. Mais sinon, c'est assez facile. Et oui, oui, on travaille énormément avec le CSMD parce que en fait, on se rend compte que nous, on travaille. Enfin, le titre ANSAT, c'est très long, c'est École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre. Mais du coup, on ouvre énormément sur les arts vivants et les arts du spectacle vivant. En fait, c'est une volonté aussi. Donc, comme on a des gens qui travaillent la lumière, qui travaillent le son, qui travaillent la scénographie, qui travaillent, etc., ce que n'a pas le conservatoire, forcément, les ponts sont faciles. Nous, les gens qui travaillent sur le décor, qui travaillent sur la lumière, sur le son, sont friands de travailler avec des musiciens et des danseurs, forcément. Donc, les ponts, ils se font naturellement. Enfin, j'aime pas trop le mot naturellement, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que parfois, on n'a même pas besoin, nous, de le faire. C'est les étudiantes et les étudiants eux-mêmes qui font les ponts et qui travaillent ensemble. Donc, qui mènent des projets communs. En plus, on a la chance d'avoir des locaux, et eux et nous, qui sont absolument exceptionnels et qui nous permettent d'avoir de la place. Donc, d'accueillir des projets un peu fous. Ça va être le cas au mois de juin, hein, puisqu'en fait, on monte une de nos 14 créations de l'année, et celle qui terminera et qui clôturera la saison universitaire, se fait en effet à la CSMD avec des musiciens et des chanteurs, en plus de nos acteurs, et qui vont se jouer dans le grand studio de l'ENSAT, et qui se fait dans le cadre des Nuits de Fourvière. Donc on est à la programmation du festival des Nuits de Fourvière. Voilà, ça fait partie des petits. Mais oui, oui, il y a énormément de liens avec les écoles. Alors, j'ai parlé beaucoup des liens des écoles de Lyon. Vous l'avez compris, je vous l'ai dit, je ne vais pas le répéter. Il y a énormément de liens avec des écoles internationales aussi. Puisqu'encore une fois, que ce soit l'université au Japon, nous sommes dans le programme d'école des écoles. Je crois qu'on n'est pas les seuls en France d'ailleurs, mais en tout cas qui permettent qu'il y ait le réseau des écoles européennes dont l'ENSAT était à la fondation il y a quasiment 30 ans maintenant, et qui nous permet en effet d'avoir des liens avec des écoles en Espagne, au Portugal, en Italie, en Allemagne, au Danemark. Et alors, faut pas le dire trop fort, mais en Angleterre aussi, parce que nous, par chez nous, le Brexit n'est pas passé. Voilà, donc on continue avec les Angleterres, mais discrètement. On le dit pas trop fort. Mais voilà, mais ils sont encore là et on est très content de les avoir et voilà, ça compte. On a du coup, et je pense que ça c'est une question plutôt pour Katharina, une question, enfin vous pouvez y répondre tous, hein. La question plus philosophique, on va dire, ou plus, quelle est la différence entre un DET, un DNET, un diplôme national d'études théâtrales bientôt et maintenant, pour l'instant, diplôme d'études théâtrales, et le DNSPC? Si quelqu'un veut bien répondre, parce que c'est pour replacer en fait ces diplômes. Bon, sinon, je peux le faire, parce qu'en fait, le DET, c'est un diplôme de conservatoire et c'est un diplôme de l'enseignement initial. Donc, on va être simple. C'est tout simplement un diplôme qui est obtenu au conservatoire à la suite d'un cycle spécialisé, d'un COP, ça peut porter différents noms hein, pour l'instant. Et de l'autre côté, le DNSPC, un diplôme dans l'enseignement supérieur. Donc, il y en a un, c'est l'enseignement initial, et l'autre, c'est l'enseignement supérieur. Donc, on n'est pas tout à fait sur les mêmes types de diplômes. Donc, peut-être que Katharina peut compléter aussi. Alors, oui, en effet, le DET, pour le moment, bon, il est en passe de devenir DNET, donc national, mais il n'a pas valeur de licence, par exemple. C'est pour ça aussi que, il y a aussi beaucoup de conservatoires initiaux qui essayent de s'adosser à l'université pour donner aux élèves la possibilité d'obtenir une licence pour rassurer les parents ou pour continuer en master ou les deux. Mais voilà, ce qui n'est pas forcément inutile parce que il ne s'agit pas de dire aux élèves de ne pas aller dans les écoles supérieures, évidemment, mais la réalité est qu'avec les nombres de candidatures que les différentes intervenantes ont mentionnées, il va de soi que pas tout le monde va être prise en école supérieure. Donc, avec un DET ou DNET, on a une bonne formation théâtrale, on a l'attestation d'avoir eu une bonne formation de plateau, mais ça ne vaut pas licence. Et donc, c'est pour ça aussi que parfois on essaie de doubler aussi à cet endroit-là.
Mais en effet, c'est pas le même organisme qui le donne, pour répondre très simplement à la question. Peut-être aussi, du coup, est-ce que on a justement quelques, c'est ce qui existe en musique, on appelle ça les licences d'interprètes, qui ont été faites en fait en partenariat entre une université et un conservatoire qui prépare sur des niveaux de DNEM ou de etc. Donc de diplôme d'enseignement initial. Ça existe en musique effectivement. Et en théâtre, est-ce qu'on a des lieux, des endroits qui font justement actuellement ces fameuses licences du coup d'interprètes de théâtre? Alors, pas que je sache vraiment oui, en effet, ça existe pour la danse, le cirque, par exemple, ici à Toulouse, pour les arts plastiques. Les seules formations universitaires, et d'ailleurs qui sont sur Parcoursup aussi, qui comportent une grande partie de pratique aussi, c'est les DEUST, dont je ne sais jamais pourquoi exactement il y a le sigle, mais en tout cas, il y en a deux. Il y en a dans le sud, hein, je crois. Alors, Il y en une à a à Aix. Provence et une à Besançon. Et je pense que Aix recrute tous les ans, alors que Besançon, c'est une année sur deux et c'est pas la rentrée de septembre 24. Mais voilà, ça, c'est des diplômes universitaires un peu particuliers et qui, elles, sont sur Parcoursup. Donc, ça, c'est les. Ou d'ailleurs, on trouve donc pas les écoles supérieures, mais on ne trouve pas non plus les CPES des conservatoires initiaux. Là, c'est deux démarches différentes à faire pour les élèves qui sortent du bac et qui voudraient en plus d'une licence art du spectacle ou autre, hein. On encourage énormément aussi les élèves de passer par d'autres filières. On ne doit pas rester mono-théâtre. Une licence dans d'autres matières peuvent être intéressantes aussi, bien sûr. Mais donc voilà, enfin, il y a l'inscription sur Parcoursup qui concerne vraiment les cursus universitaires, aussi BTES évidemment. Et ensuite, il y a voir là où on va aboutir, on va atterrir avec Parcoursup, qu'est-ce qu'il y a comme conservatoire, qu'est-ce qu'il y a comme formation possible dans la ville ou dans les villes où on a postulé. Et là, je vais peut-être faire une petite pub au nom de l'ANPAD, parce que donc l'ANPAD, c'est l'Association nationale de professeurs d'art dramatique. Donc, c'est des personnes qui enseignent dans des conservatoires initiaux, CRR, CRD ou CRC, CRI. Et sur le site de l'ANPAD, il y a donc une liste de classes CPES donc qui sont agrégées. Ça veut dire que les étudiantes peuvent obtenir le statut étudiant, donc avoir droit au Crous, aux bourses, etc. Et il y a aussi des cycles COP, donc officiellement ça n'existe plus, mais on les appelle encore comme ça par défaut, des cycles d'orientation professionnelle qui ne donnent pas le statut étudiant, mais qui néanmoins préparent sérieusement avec un nombre d'heures assez important à l'entrée des écoles supérieures et enfin, au DET aussi, DNET, ou en tout cas voilà, qui donne une formation professionnelle ou pré-professionnelle quand même très importante. Alors moi, je vais avoir une dernière question peut-être pour juste pour profiter de l'ENSAT, parce que donc, si j'ai bien compris, c'est pas même si ça, il y a un T de théâtre, euh, du coup, il y a quand même aussi tout un tas d'autres disciplines qui sont enseignées, qui sont finalement indispensables à l'ensemble des arts du spectacle. C'est l'avantage considérable de l'ENSAT, c'est que bah, vous avez tous les métiers sous le même toit. Donc oui, c'est exactement ça. Alors quand on dit spectacle vivant, c'est large parce qu'en effet, ça recouvre énormément de disciplines. Alors nos actrices, évidemment, bah, là, pour le coup, ils vont faire leur métier d'interprète. Mais évidemment, pour tout ce qui est des masters de son, de lumière, de décor, de costumes,
ils travaillent largement le spectacle vivant, puisqu'ils peuvent intervenir aussi bien sur des domaines de la danse, du cirque et de la musique. Vous imaginez de manière assez large, notamment. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose qui est recherché. C'est pour ça que de plus en plus souvent, nous, on a tendance à se considérer comme une école de spectacle vivant, tout simplement parce que, bah oui, il y a pas que les comédiens et les comédiennes à l'ENSAT, loin de là. Encore une fois, une promo à l'ENSAT, c'est 60 personnes. Et juste un sixième d'entre de ces personnes-là sont des interprètes au plateau. Tout le reste sont des gens qui travaillent autour, metteurs en scène, écriture, etc., etc. Donc oui, c'est pour ça qu'on a plus tendance aujourd'hui à dire spectacle vivant. Et puis, comme vous l'avez souligné, en plus, comme on a de plus en plus de gens d'autres écoles qui arrivent, qui sont danseurs, qui sont, etc., musiciens, qui sont d'autres pratiques, on a tendance à se dire ça. Et aussi, je rajouterai là-dessus que on demande évidemment de nos acteurs et de nos actrices d'être des artistes absolument complets. C'est pour que ça que nous organisons une fois par an un cabaret dans lequel ils chantent. Évidemment, il y a énormément chaque année aussi une création de danse. Donc, ça veut dire que on leur demande évidemment, bah, comme un peu, là aussi, je pense que je parle pour tous mes camarades au niveau de la formation de l'acteur. Quand j'ai une formation de l'acteur et de l'actrice, c'est évidemment d'être des vrais artistes complets, d'être capable d'avoir toutes ces cordes-là à leur arc. Voilà. Dernière précision importante par rapport à l'inscription au concours. Chaque premier samedi de décembre, il y a les portes ouvertes à l'ENSAT. Donc voilà, pour rencontrer, évidemment, rencontrer les intervenants, les professeurs, mais surtout, surtout, parce que c'est le plus important, rencontrer les autres étudiants. Parce que nous en avons fait l'expérience, rien ne remplace la parole de pair à pair. Et donc, souvent, ce sont les étudiants qui renseignent le mieux, finalement, les autres étudiants, dans un vocabulaire, un langage commun et une compréhension des vrais enjeux pour eux à leur niveau où ils en sont. Et du coup, même question pour Alice. Est-ce qu'il y a des journées portes ouvertes à l'Estu? Oui, on ouvre sur des fins de stage. Et puis, c'est pareil, sur les présences parisiennes des étudiants, ça peut être intéressant pour les étudiants du CR. Sur voilà nos présences parisiennes. Donc, on joue les 4, 5, 6 avril au Plateau Sauvage. Donc là, c'est pareil, l'échange entre étudiants est tout à fait possible. Et puis, ça permet de voir aussi ces fameux projets d'exploration dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis, ils jouent régulièrement aussi au Théâtre de l'Union. Donc là, faut se déplacer à Limoges, mais voilà, c'est une très belle région, donc ça peut être l'occasion d'un déplacement. Une gare légendaire. Et une gare légendaire, Ah bah oui, la plus belle d'Europe, de manière très objective. oui, mais vraiment, à une époque, il y avait aussi le buffet de la gare de Limoges, qui était réputé dans tout le sud-ouest pour sa qualité. Et c'est dommage parce que du coup, bah voilà, c'est des choses comme ça qui malheureusement disparaissent. Bah écoutez, en tout cas, merci beaucoup. Je crois que on a fait un tour d'horizon extrêmement complet, que on va pouvoir, voilà, il y a déjà des sortes de, je pense, de points de repère qui ont été donnés, qu'on a bien compris que justement il fallait se projeter effectivement dans l'enseignement supérieur, mais bien aborder l'étape précédente, qu'on saute pas directement de sa spécialité théâtre du lycée dans dans les concours d'entrée parce que c'est quand même un peu compliqué. Que d'ailleurs dans beaucoup de cas il y a un prérequis quand même en termes de densité de formation. Donc voilà. Donc bah écoutez, je pense que et je vous propose qu'on se donne rendez-vous plutôt à un moment plus propice. On fera ça plus tôt dans l'année, ce qui permettra aussi aux uns et aux autres, en fait, de s'interroger puis d'avoir un point de vue plus global sur les concours qui vont avoir lieu dans l'année euh, en amont et que vous ayez toute l'offre possible. Katharina, tu veux ajouter un petit mot? Bon, peut-être juste reprendre ce que je viens de dire. Donc, en effet, les conservatoires initiaux travaillent main dans la main avec les écoles supérieures. Mais voilà, c'est une étape à ne pas oublier et malgré son nom d'initiale, on forme aussi beaucoup de professionnels qui arrivent dans le métier par d'autres chemins, peut-être un peu moins direct, mais en tout cas, mais voilà, il n'y a pas d'antagonisme, c'est juste des niveaux différents, c'est des chemins différents. Et puis, oui, peut-être aussi
bon, il y a la question de ce que Serge a dit, je pense, au tout début. En effet, on choisit une école pour son projet, euh, avec des questions aussi en effet, ruralité ou ville. Mais peut-être il ne faut pas non plus oublier que parfois, on peut aussi choisir une géographie. Parce que, voilà, si on vient du sud, de se retrouver à Lille ou Paris, ça peut être un choc, tout comme dans l'autre sens aussi. Donc peut-être j'inciterai aussi les futurs candidates et candidats à s'interroger aussi sur leur désir de géographie, de ruralité ou ville, de leur environnement de travail, parce que même si on est un peu H24 plongé dans sa formation, il y a aussi une question voilà, où est-ce que on se voit vivre les 3 années suivantes. Mais voilà. De vie étudiante. Parce qu'en fait, on est étudiant. Et que c'est important aussi de prendre ce temps de vie étudiante et de partage. Bah, écoutez, en tout cas, merci beaucoup. Et je remercie tous nos intervenants parce que voilà, merci d'avoir été aussi synthétique et en même temps complet et d'avoir donné, je pense, bien envie de creuser la question de chacune de vos écoles, soit en allant regarder les spectacles, d'aller assister aux spectacles, de pouvoir croiser les jeunes, les étudiants qui y sont, mais aussi d'aller voir, de regarder les sites internet déjà, parce il y a beaucoup d'informations sur vos sites, les uns les autres, qui sont quand même très bien faits. Merci beaucoup à tous. Et bien, écoutez, et à l'année prochaine, même si c'est pas dans un an, même si c'est avant.